mandat de 7 à 5 ans, mais aussi, et c'est ce qui était le plus important, la limitation des nombres du mandat en réduisant le nombre qui était N fois reconduit et arrêté à un renouvellement une fois, à savoir 2 mandats au maximum. Parce qu'on l'a jugé à l'époque que 5 ans c'était trop petit, bon, parce qu'il ne pouvait pas faire vraiment dérouler tout son programme. Malheureusement, c'est ce qu'il voulait en 2000, raison pour laquelle, dans la constitution du 22 janvier 2001, la révision portait sur 5 ans au lieu de 7 ans. Arrivé à la fin des 7 ans, parce que l'article 104 de la Constitution prévoyait une clause transitoire disant que le mandat en cours va jusqu'à son terme, raison pour laquelle il a fait 7 ans. Et donc, si vous vous rappelez, de 2007 à 2012, il n'avait que 5 ans. Malheureusement, et c'est à ce niveau que le débat devient très important, l'article 27, dans son alinéa in fine, alinéa dernier, il est dit, parce qu'alinéa 1 dit que le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable, et que cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision que par la voie référendaire. C'est ça que dit l'actuel article de la Constitution du Sénégal. Donc ceux qui disent qu'on peut passer autrement et ailleurs violeraient la Constitution, même s'il y a une jurisprudence qui corrobore ce propos-là. Mais cet article dont vous faites allusion également, c'est avant même qu'elle soit modifiée, en fait, que la Constitution soit modifiée à l'Assemblée nationale, ou c'est après la modification? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, à l'état actuel des choses, la voie référendaire est la voie salutaire parce qu'au moment où je vous parle, la rédaction de l'article 27 est claire. On ne peut réviser le mandat et le nombre de mandats, la durée comme le nombre, que par la voie référendaire. Par contre, en 2008, l'équipe d'alors, le régime d'alors a violé l'article 27 en utilisant la voie législative. Il est évident, on l'a vu en doctrine, ça a été théorisé, le référendum législatif, mais a été balayé d'un revers de la main par toute la doctrine, la majorité de la doctrine. Le seul référendum qui puisse exister, c'est le référendum populaire. Qu'est-ce qu'un référendum? C'est lorsqu'il est question d'un changement assez important dans les institutions et que la Constitution l'ait prévu, que l'initiative émanant du président de la République ou de l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle le Parlement, il va falloir poser la question au peuple qui répond par oui ou par non. C'est pourquoi le président de la République a bel et bien raison de dire que ce n'est pas à lui de réduire le mandat. Il veut que le mandat soit réduit, mais la réponse sera donnée par le peuple. Il y a un élément d'inconnu. L'invariable, parce qu'il n'y a pas de variable ici. L'invariable, c'est que le président de la République veut un mandat de 5 ans. Mais, est-ce que le peuple va dire oui? Ça ne lui revient pas, il l'a redit aujourd'hui à Kaffrine, ce qui est de bonne guerre. Parce que seul l'impérium du peuple permet à ce dernier de dire oui ou non. Ce n'est pas au président de la République d'influer sur la volonté du peuple, qui est sauve et souveraine. C'est pourquoi il y a une seule voie, c'est la voie du peuple. La réponse du peuple, elle n'est pas motivée, c'est oui ou non. Il y en a même qui veulent qu'on insère d'autres points dans la Constitution pour demander au peuple une révision plus ou moins globale. Ça serait une erreur fatale. Parce que le problème du mandat est tellement important qu'on peut attendre les autres réformes. Mais cette question concernant la réduction, le nombre de mandats, ne peut être qu'unique. On ne doit poser qu'une seule question au peuple le jour du référendum. Est-ce que vous voulez un mandat de 5 ans ou de 7 ans? Pour les autres points, il reviendra un peu plus tard. Mais je voudrais quand même que vous nous aidiez à mieux comprendre, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Vous dites que le régime d'alors a violé la Constitution. Quand on viole quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'illégal. Et quand c'est illégal, donc vraiment, vous ne devez pas peut-être avoir quelques problèmes. Je m'explique un peu. Si le régime d'alors a violé la Constitution et que le régime d'alors serait dans l'illégalité, alors pourquoi passer forcément par une voie référendaire? C'est pour ne pas aller dans la violation. Donc, ce qui veut dire que la constitution du régime d'alors n'existe pas. Si, parce que la procédure qui a été utilisée n'est pas la bonne. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque le président Wade a voulu être candidat pour la 3e fois en vue d'avoir un 3e mandat, son propos
l'incitant à réduire le mandat de 7 à 5 ans était biaisé. Parce que s'il avait été élu en 2007, il aurait 7 ans. 12 plus 7, ça fait 19. Il serait plus proche de la durée de 5 ans que des 10 ans qu'il voulait. Parce que s'il avait été élu en 2012, il va organiser des élections en 2019. Oui, et il serait donc, depuis la 2019, 19 ans président. Donc à quoi bon donc de réduire dès 2001 le mandat de 7 à 5 ans et de limiter le nombre de mandats parce qu'il ne voulait plus que le président dure 20 ans, 19 ans comme vous. Et ça allait être le s'il avait été réélu. Maintenant, pour revenir à votre question du point de vue technique, qui ne fait même pas débat parce que le français est très clair. La rédaction, en utilisant le français dans la disposition constitutionnelle, on va même au-delà de la légalité, on va dans la sphère de la constitutionnalité. Autrement dit, la révision de la Constitution en 2008 était anticonstitutionnelle. Ce n'est même pas de l'illégalité, c'est de l'anticonstitutionnalité. Parce qu'on a violé la Constitution qui prévoyait que, pour ce qui est du mandat, pour ce qui est du nombre de mandats, il faut passer absolument par la voie référendaire. Raison pour laquelle, je me rappelle très bien, lorsqu'on a été consulté dans le cadre de la révision de 2001, moi je le défends et je le dis dans mes cours de droit, je suis pour l'interdiction de réviser la Constitution en ce qui touche le mandat. Vous voyez, dans un article de la Constitution, il est dit que la forme républicaine ne peut faire l'objet d'aucune révision. Autrement dit, on ne peut pas revenir à la monarchie. Le Sénégal ne sera plus géré par des rois. Il est dit donc que la forme républicaine de l'État ne peut pas faire l'objet de révision. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, avec la Constitution que proposerait le président Macky Sall, de dire que le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable, et que ces deux dispositions ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Même le peuple ne peut pas être consulté pour revenir sur les 5 ans et sur le renouvellement une fois. Ça, c'est mon point de vue. Je voudrais que dans la nouvelle Constitution, que le dernier alinéa interdise même la révision du mandat, du point de vue nombre, et de la durée, disant clairement que ces deux dispositions du présent article ne peuvent faire l'objet d'aucune révision, ni législative, ni référendaire. D'accord. Alors, pour ne pas trop s'appesantir sur cette question, on va avancer un peu. Mais vous dites que l'ancien régime a violé la Constitution. Mais est-ce que Macky Sall aussi, comme le pensent certains, a-t-il le droit de violer la Constitution en voulant tenir une promesse de campagne? Macky Sall ne viole pas la Constitution parce qu'encore une fois, la Constitution, c'est l'expression du peuple. Macky Sall invite ce dernier qui avait dit que j'ai besoin de 5 ans, j'ai besoin de 7 ans, une fois renouvelable. Il l'invite. Il n'y a pas eu de violation? Le fait également que la nouvelle constitution dit qu'en fait qu'il a été élu pour 7 ans? Oui, il faut demander au peuple. Est-ce que vous ne me permettez pas, vous qui avez dit pour 7 ans, de revenir pour 5 ans? C'est le peuple qui décidera. Là où il y aurait violation, c'est lorsqu'il y a un référendum, le peuple dit 7 ans, lui il dit je vais faire 5 ans. Il viole la Constitution parce que la Constitution dit à travers la volonté du peuple, parce qu'il y a la différence entre la volonté générale qui est la loi et la volonté initiale du peuple qui est la Constitution. Mais qui peut le plus, peut le moins. Mais à ce niveau aussi, il faut aller dans le sens de la volonté du peuple. Le président de la République est un pouvoir institué. Ce n'est pas un pouvoir instituant. Le pouvoir constituant, c'est le peuple, à travers la Constitution. Et le pouvoir constitué, c'est le président de la République, qui est une institution de la Constitution. C'est pourquoi il n'y a pas de violation. La loi dit 7 ans. Il dit, la Constitution dit 7 ans. En demandant à celui qui a 17 ans, l'auteur de la Constitution, je vous demande, vous, auteur, qui avez le privilège sublime, ce qu'on appelle la souveraineté, de dire que le mandat présidentiel est de 7 ans, je vous invite, vous, de revenir sur ces 7 ans en disant que dorénavant, c'est 5 ans. Mais quelle est la différence entre vraiment que l'Assemblée nationale modifie, on va dire, une loi, et ou bien par exemple pour ce qui concerne un peu quand même cette question concernant la révision du mandat du président de la République, l'article 27, ou qu'on aille vers quand même un référendum, parce que les représentants les députés sont les représentants du peuple, et ça fait moins de dépenses. C'est un peu plus rapide. Il y a deux choses, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le juridisme. La Constitution, en l'état actuel, ne donne pas droit au Parlement de réviser la Constitution en cet article-là. Malgré que c'est le Parlement qui avait modifié cet article. C'est une violation. Si Macky fait ça, il rentre dans la violation de la Constitution, qui interdit à toute autre autorité, toute autre instance en dehors du peuple, de réduire le mandat ou de réduire le nombre de mandats. Seul le peuple peut, seul. Il n'y a pas une autre
institution sénégalaise qui pourrait réduire le mandat et réduire la durée du mandat. C'est pas possible. Seule la Constitution, parce que l'alinéa dit que la modification susceptible ne peut se faire que par voie référendaire. Or, le référendum, c'est la consultation du peuple sur une question donnée. C'est à l'issue de l'expression de la volonté du peuple qu'on dira que le peuple a voté oui ou non. Vous êtes pour la réduction du mandat du chef de l'État? C'est le cas. C'est comme au temps de Maastricht, quand Mitterrand a voulu intégrer l'Union européenne, il est dit dans la Constitution, comme on va perdre la souveraineté, il faut que le peuple accepte de conférer sa souveraineté à une institution supranationale qui est l'Union européenne. La France a dit non, on ne veut pas, on va garder notre souveraineté. C'était le fameux traité de Maastricht qui a eu à connaître un échec assez cuisant. Vous êtes d'accord vraiment à ce que Macky Sall réduise son mandat, hein? Je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Je vous dis que Macky Sall a le droit de poser la question au peuple. Et ce n'est pas Macky Sall qui dit que je vais réduire, qu'on va réduire. C'est le peuple qui dira oui, ce que vous dites, ce que vous voulez, on vous le donne ou on vous le refuse. Le dernier mot n'appartient pas à Macky Sall. Le dernier mot appartient au peuple. Ce jour-là, qu'allez-vous voter, oui ou non? J'attends de voir la rédaction de la disposition. Par contre, moi je suis pour les mandats courts. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Ça fait plus de presque 2 siècles que le président est élu pour 4 ans, même s'il y a une fois un renouvellement de Roosevelt 3 fois, parce que c'était la conjoncture, les Américains avaient voulu qu'il redevienne président pour la 3e fois, c'était le cas. Mais je ne vois pas, d'ailleurs, dans d'autres pays, le président a un mandat unique. Au Mexique, il n'y a pas de débat, vous êtes élu, vous avez un mandat de 6 ans. Après, vous effacez. Donc je me dis, en vous effaçant, un autre viendra. Et là, on va dépolitiser l'administration. On va dépolitiser l'atmosphère et l'ambiance publique. Certains sont partis même jusqu'à proposer un mandat de 7 ou de 8 ans. Mais est-ce qu'en Afrique, ce sont les mêmes réalités? Est-ce que là, au Sénégal, on peut se permettre d'avoir un mandat de 4 ans ou de 5 ans? Abdoulaye s'était rendu compte aussi des réalités du pouvoir. Non, moi je me dis que le président Macky Sall a trouvé la cause juste, c'est l'efficacité. On prend trop de temps pour prendre une décision. On prend trop de temps pour s'exécuter. Dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a la volonté, il faut aller directement au but. C'est pourquoi je me dis que l'ère du temps, il faut s'adapter à son ère aussi. On ne peut pas essayer d'imiter ce qui ne nous ressemble pas. Mais on peut aussi imiter ceux qui sont pour nous des modèles. Je me dis que on a la possibilité, en allant vite, d'avoir des mandats de 5 ans, une fois renouvelables. Mais je suis un peu perdu dans vos explications. Vous nous expliquez un peu quand même quelle est la pertinence d'aller vers un mandat de 5 ans, mais de l'autre côté, vous dites que vous n'êtes pas pour aussi la réduction du mandat du chef de l'État. Ou bien, non, c'est pas ça? Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas pour la réduction. Je vous dis encore une fois, je suis pour les mandats présidentiels courts. Donc je ne peux pas être contre les 5 ans. Moi, j'étais même dans une logique de mandat unique. De combien d'années à peu près? Je ne sais pas. On peut aller vers, je ne sais pas... Comme ça, il y aura plus de calcul politique, 7 ans, 8 ans? Oui, c'est 7 ans. Moi, 7 ans, c'est raisonnable. Un chef d'État qui fait 7 ans, il a la latitude de poser, parce que la gouvernance présidentielle, c'est une gouvernance d'État. Quelqu'un vient, pose les fondements et s'en va. L'autre vient mettre les murs, l'autre vient clôturer, après on élargit. C'est pareil. On ne peut pas tout faire. Macky Sall ne peut pas tout faire en 5 mandats, c'est pas possible. A fortiori à 2 mandats. En tout cas, il est obnubilé par un second mandat. Hein? Mais absolument, parce que c'est le vœu de tout politique. Parce que le parti politique a pour vocation 3 choses. Conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir et conserver le pouvoir. Tout à fait. Raison pour laquelle il aimerait que même le pouvoir aille au-delà de lui par rapport à sa formation politique. Moi, je me dis donc qu'on peut avoir un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, et dire dans la Constitution que ces dispositions ne peuvent plus être révisées. Est-ce que le Sénégal a les moyens vraiment de pouvoir organiser 4 élections en moins de 4 ans? Bon, quelle est la pertinence d'aller vers un référendum? Moi, je l'avais théorisé dans un document, dans un papier qui était paru dans un journal de la place. J'ai dit que lorsque l'on compte organiser des élections référendaires en 2016, parce qu'il était question de fin 2016. Pour moi, fin 2016, c'est le dernier trimestre, au plus tôt octobre. Heureusement, ils ont dit juin, qu'importe. On va dépenser combien d'argent?
7 milliards à peu près. 7 milliards. Élection nationale, référendaire. D'ailleurs, en général, le référendum est impopulaire. Parce que dans le cadre du référendum, il n'y a pas de meeting. On ne sensibilise pas. On fait juste des slogans, on informe par voie de presse. Mais il n'y a pas d'engouement populaire. Ça, c'est un. Deuxième chose, la légitimité laisserait à désirer parce que seuls 20 à 30% sortiraient pour voter. En plus, j'avais écrit un article quand j'étais en thèse, je n'avais pas encore dit soutenu ma thèse, le référendum, un leurre. Parce qu'il y a 3 questions fondamentales liées au temps. Le premier, c'est que celui qui pose la question n'est pas le peuple. Deuxième chose, celui qui répond à la question qui est le peuple, sa réponse n'est pas motivée. Oui ou non? Pourquoi? On ne vous le demande pas. Troisième chose, l'opportunité de la question. Pourquoi en 2016 et non pas en 2012? Pourquoi pas en 2017? Le temps, l'opportunité. Donc tout ceci échappe au peuple et on veut faire savoir au peuple, on veut faire croire au peuple que vous êtes l'acteur principal du référendum. Non, c'est un acteur passif. Ça, c'est la théorie du droit. C'est pourquoi, lorsque ce référendum est posé, avec tout ce que ça va engranger comme dépenses, d'autres me diront la démocratie a un coût. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de coût. Deuxième chose, si c'est organisé en octobre, à l'époque quand j'ai rédigé, octobre, novembre, décembre, parce que l'élection présidentielle de 2017 aura lieu en février. Donc 4 mois après, on organise des élections nationales qui coûteraient une bagatelle de 15 milliards. C'est la présidentielle. 4 mois après la présidentielle, on va aller vers les législatives. Parce que c'est en juin. Après les législatives, 2 ans après, on ira vers les locales, 2019. 3 ans après, on ira vers la présidentielle et les législatives. Donc 50 ans durant, ça sera tous les 2 ans des élections nationales. Là aussi, c'est un débat qu'il faut poser. C'est un débat qui est... Je me dis que le renouvellement des instances de décision, des instances qui occupent l'appareil d'État est une sorte de baromètre de la démocratie. C'est ultra important, mais la question doit être posée et par les experts en sciences politiques et par les experts en droit constitutionnel. Et aussi par les partis politiques pour voir à quand l'assainissement de l'atmosphère politique, à quand la fin de cette politisation chronique. Parce qu'on va indubitablement vers ça. Dans ce cas, jugez-vous pertinent vraiment quand même la tenue d'un référendum, on va dire au mois de mai prochain? Pour le référendum, dans le cadre de la réduction du mandat, mais encore une fois, pour éviter qu'en 2019, en 2022, en 2001, qu'il y ait ce problème-là, disons dans l'article 27, alinéa dernier, que ce problème ne peut plus faire l'objet de révision. 5 ans, une fois renouvelable. Point barre. Même plus par voie référendaire, c'est fini. C'est fini, comme la forme républicaine. Au Sénégal, l'État républicain ne peut pas faire l'objet de révision. Très bien. Restons toujours on va dire, dans la réforme de ces institutions. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous disiez que bon, c'est bien quand même vraiment d'aller vers un référendum, mais vous étiez contre vraiment à ce qu'on peut-être y ajoute autre chose. Peut-être vous êtes pour vraiment si on doit modifier seulement, on va dire, la durée du mandat du président. Pourquoi vous êtes contre la révision des autres... On va réviser quoi d'autre? Moi, je ne sais pas. La Constitution du Sénégal est très bien faite. Il y a juste quelques écueils. Bon, j'avais écrit à son époque, en 2001, les bizarreries de la Constitution du Sénégal. J'avais noté quelques 17 points qui, par moment, du point de vue de la rédaction juridique, n'étaient pas très conformes à la réalité du droit. Par exemple, aller vers l'article 8 de la Constitution, il y a une redondance fatale qui dit que l'homme est l'égal de la femme, les êtres humains sont égaux. Pourquoi? Il n'y a pas 3 êtres humains, il n'y a que 2. C'est l'un ou l'autre. Les êtres humains sont égaux en droit. On saura que c'est l'homme et la femme. Ou bien on dit l'homme est l'égal de la femme en droit. Or, la redondance, la répétition est interdite en droit. Quand vous regardez ce qu'on appelle le pré-préambule dans la Constitution actuelle, il est dit sur proposition du président de la République. Non.
Le président de la République ne peut pas proposer une constitution. Parce que c'est la constitution qui fait le président de la République. Absolument. Il n'est pas antérieur à la constitution, il vient après. Parce que dans la constitution, il est prévu du président de la République. C'est proposé par une assemblée constituante, par un comité constituant qui propose la constitution, mais pas par le président de la République. Parce que tout simplement, dans la tête d'Abdoulaye Wade, la constitution de 2001, c'était sa constitution. Donc dans ce cas, on a fait juste travailler la CNRI pour rien du tout. Hein. Vous avez bien vu mon regard. Ça, c'est un. Deuxième chose. Deuxième point, sur donc, proposition du président de la République, sur adoption du peuple, ce qui est vrai, une constitution doit être adoptée par le peuple, mais sur promulgation du président de la République. Monsieur Diaby, la promulgation est un acte exclusivement présidentiel. Seul le président peut promulguer. Pourquoi préciser du président de la République? On peut venir sur promulgation. On saura que c'est le président de la République. Mais parce qu'il fallait mettre dans la Constitution la dose présidentielle sur promulgation du président de la République. Ce du président de la République, c'est un élément superfétatoire. On n'en avait pas besoin en droit. Parce que seul le président promulgue, une promulgation ne peut être faite que par le président de la République, il n'y a pas besoin. Ça, c'est des erreurs de rédaction. Ainsi de suite, j'en ai jamais trouvé tant d'autres. Dans ce cas, pourquoi donc vouloir aller vers un référendum et y ajouter, on va dire... Il n'y a pas besoin. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est tout simplement, le président l'a dit, d'autres l'avaient dit, d'ailleurs c'est le fameux et l'excellent discours d'Obama au Ghana. L'Afrique a des institutions, le problème c'est des hommes qui incarnent les institutions. On a l'Assemblée nationale du Sénégal, du point de vue de l'organisation, est une excellente chambre parlementaire, tant par les textes que par l'organisation. La présidence, le pouvoir exécutif. Le Sénégal a des institutions qui, depuis Mamadou Dia, marchent. On n'a pas besoin de tripatouiller la Constitution à chaque moment. Parce que, je cite ici mon collègue et grand frère Ismaël Madior Fall, sur les révisions consolidantes et non consolidantes. La plupart du temps des révisions constitutionnelles, c'est pour régler des problèmes politiques. Même si vous me dites que la Constitution a pour objet de réglementer la cité. Donc c'est politique. Mais on ne peut pas, pour des raisons politiciennes, toucher la Constitution en utilisant des moyens juridiques. La Constitution n'a pas pour instrumentalisation ça. En tout cas, il reste convaincu que vraiment, il faut vraiment aller par une réforme, hein, surtout des institutions. Non, quelle réforme? Le président a dit non. Il l'a dit ce matin. Les réformes, on n'en a pas besoin. Mais tant plus c'est la même constitution qu'il a élu quand même. Mais oui. Il a permis d'arriver au pouvoir. Maintenant, c'est un problème de choix politique, de choix de vision. Par exemple, moi, en tant que constitutionnaliste, je me suis toujours posé la question de l'utilité d'un Premier ministre. Les plus graves crises du Sénégal institutionnel, c'est cette diarchie dans l'exécutif entre le Premier ministre et le Président de la République. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'un Premier ministre? Moi, je suis convaincu que du point de vue de la marche de la cité, tel que c'est libellé, tel que c'est intégré, tel que c'est fait, de Mamadou Dia à la fin de Mamadou Dia, après le coup d'État de 62 jusqu'à aujourd'hui, les premiers ministres ne sont que les premiers des ministres. C'est pas comme en France où il y a une certaine autonomie du pouvoir réglementaire primo-ministériel. Ici, la politique est définie par le président de la République. Le gouvernement conduit cette politique. En Europe, c'est le premier ministre et son gouvernement qui définissent la politique de la nation. C'est pourquoi quand il y a cohabitation, vous voyez, le premier ministre est très fort. Parce qu'il y a une différence de pouvoir dans l'exécutif. En Afrique, au sens large, le président de la République, c'est le chef du gouvernement, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pas pour rien quand, avec Abdou Diouf, d'ailleurs avec Senghor, de 62 à 70, Senghor était chef de l'État et chef du gouvernement. Il n'y avait pas de Premier ministre. Abdou Diouf est Abdou Diouf l'a fait aussi. 3 ans durant, il était chef de l'État, chef du gouvernement. Ça prouve que sans le Premier ministre, l'État peut marcher. D'autant plus qu'avec le Premier ministre, c'est toujours des suspicions. Peut-être le président a besoin de décentraliser, ou bien vous faites un peu allusion à ce qu'on a connu avec Abdoulaye Wade et peut-être Macky Sall récemment avec le Premier ministre. Parce que tout simplement, les premiers ministres ont tendance à poser problème par rapport à ce que j'appelle l'impérium du président de la République. C'est comme si ils sont gênants par moment.
C'est le cas Idrissa Seck, Abdoulaye Wade, c'était le cas... Macky Sall avec Abdoulaye Wade aussi. Avec Abdoulaye Wade, oui, le président Macky Sall. S'il n'y avait pas assez 10 000 avec Wade, peut-être qu'il serait toujours là, il ne serait même pas président parce que Wade serait avec lui. Donc ça, c'est des choses qu'on a vécues. Et nous, constitutionnalistes, on s'est posé la question de l'utilité d'un Premier ministre. D'autant plus que le Sénégal a marché sans. Et en ayant ça, il y a toujours cette dose de rivalité qui est suscitée par vous, les médias, par l'opposition, telle personne veut la place du président de la République, ce qui est parfois même hilarant. Un Premier ministre ne peut pas remplacer un président de la République. Donc certains pensent également que le Sénégal ne fait que copier, par exemple, l'architecture judiciaire de la France. Mais la France, le président de la République, n'a pas peur de son Premier ministre. On a vu en tout cas Manuel Valls, entre guillemets, en tenir un peu tête à François Hollande. Oui, mais s'il tient tête à François Hollande, François ne peut le dégommer. C'est lui qui l'a nommé. Le pouvoir de nomination vous donne le droit et l'autorité, la possibilité de le démettre de ses fonctions. C'est pourquoi Chevènement disait qu'un ministre de la République, soit ça accepte ce qu'il dit, ou ça ferme sa gueule. C'est une expression qui est même consacrée en sciences politiques maintenant, pour montrer qu'on doit être dans une logique de solidarité gouvernementale. Absolument. Avançons un peu pour parler quand même de la CRI, hein, parce que là je rappelle juste aux téléspectateurs que notre invité c'est Minorissi, donc directeur général du BSDA, mais aussi constitutionnaliste. Hein, il est enseignant-chercheur à l'Université de Thiès, raison pour laquelle on en profite beaucoup pour parler donc vraiment de ces questions, on va dire techniques, de ces questions de droit, pour éventuellement éclairer la lanterne et l'opinion, on va dire, la lanterne même, voilà, c'est ça, des téléspectateurs d'Africa 7. Alors je le dis également en introduction de la CRI, de l'inexistence ou de l'existence de la CRI. Selon Maître Doudoulé, l'Assemblée nationale a voté depuis le 3 novembre 2014 une nouvelle loi pour dire que toute l'organisation judiciaire du Sénégal du passé est effacée. Bon, quand j'ai lu ça, et j'ai vu les commentaires de mon grand frère et très cher ami Doudoulé, ça m'a fait plus ou moins tiquer. Et ce n'était pas la première fois que j'ai ce sentiment, parce que d'autres amis, comme Demba Ciré Bathily, Maître Demba Ciré Bathily, Maître Assane Dioma Ndiaye, qui sont mes anciens, mes amis, ont plus ou moins abordé dans un sens qui n'est pas le mien. Pour 3 raisons. De l'existence de la CRI. Je vous parle, on est en 2015, la CRI existe. Parce que tout simplement, elle a été créée par une loi du 10 juillet 1981 sous Abdou Diouf. Or, jusqu'à présent, il n'y a aucune loi qui vient dire que la CRI n'existe plus. Une loi qui supprime la CRI, ça c'est un. Deuxième chose, reprenant Maître Doudoulé et Maître Demba Ciré Bathily dans ce que j'appelle une interprétation combinée. Tous deux disent qu'en 1984, comme en 2014, parce que c'est la même chose, il y a une loi qui vient réorganiser l'appareil judiciaire. Et en disant que telle juridiction sont habilitées à rendre la justice, et ce sont seulement ces juridictions ciblées-là qui peuvent rendre la justice au Sénégal. Et comme la CRI n'a pas été citée, la CRI est supprimée, pour moi c'est très réducteur. Parce que, aussi bien avec la loi de 84 qu'avec la loi de 2014, on n'a pas cité le Conseil constitutionnel, qui alors en 84 n'existait pas certes, mais en 2014 existe. Le Conseil constitutionnel ne fait pas partie des juridictions qui sont citées, habilitées à rendre la justice. Est-ce que ça veut dire que le Conseil est supprimé? Ça c'est un. Le tribunal pour enfants n'a pas été cité. Cela veut dire que le tribunal pour enfants n'existe plus. Et alors maintenant vers la Constitution, quand vous lisez le titre qui parle du pouvoir judiciaire, il est dit que la justice est rendue par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux. Parmi les cours, il y a la Cour de la répression de l'enrichissement illicite qu'on appelle la CRI, qui est une cour. La Constitution dit les cours. Mais non, même au-delà, ce n'est pas une juridiction spéciale. La CRI n'est pas une juridiction spéciale, c'est une juridiction d'exception spécialisée à juger l'enrichissement illicite. Et spécialisée. Qui renverse la preuve. Hein? Bon, maintenant, on va venir sur le renversement de la preuve et tout ça. Il faut qu'on se réfère à un autre cours de droit qu'on appelle la théorie générale de l'État et du droit, qui est un cours qui est enseigné à la fac. C'est-à-dire
quels sont les sens des notions juridiques. Qu'entendons par enrichissement? Il faut savoir de quoi on parle. Qu'entendons par illicite? Enrichissement, c'est quelqu'un qui était, du point de vue richesse, à un niveau A. Après avoir occupé une certaine posture, après avoir mené certaines activités, vous avez un niveau B qui dépasse, du point de vue volume, du point de vue qualité, ce que vous aviez en A. Vous êtes enrichi. Toute personne tend vers ça, d'améliorer sa condition de vie. Maintenant, l'illicite, il y a deux compositions du concept. On fait de la linguistique là. Chez les grammairiens, en matière de concept, on va vers l'évidence. Cheikh Diaby avait l'habitude de porter des shorts, de petits t-shirts. Un bon jour, on le voit, il porte ses costumes, il a une belle voiture, il s'est enrichi. C'est un constat net. Avec le côté illicite, le suffixe il intègre la négation. C'est-à-dire, Cheikh Diaby, vous n'étiez pas à Dakar. La seule manière de corroborer la négation ou de réfuter cette négation, c'est d'amener l'affirmation à côté. De dire que j'étais à Thiès. En disant que vous étiez à Thiès et qu'on vérifie que vous étiez à Thiès, le fait de dire que vous n'étiez pas à Dakar est avéré. Parce qu'en n'étant pas à Dakar, vous étiez à Thiès. Donc c'est pourquoi, dans le cadre de ces types de concepts illicites, si on vous reproche de l'illicéité, c'est à celui à qui on dit qu'il s'est enrichi illicitement de prouver l'affirmative pour balayer la négation. Mais cette cour n'existe qu'au Sénégal, hein? Non. Non et non. Peut-être c'est l'appellation. C'est l'appellation. Parce qu'au Sénégal, les gens ont dit que les ministres ne doivent pas répondre de la CREI, mais de la Haute Cour de justice. Tel n'est pas le cas? Il n'y a pas erreur plus grave que ça. Ah bon? Vous savez une chose, je ne suis pas pénaliste, mais ayant fait des cours de droit pénal en deuxième année, ayant été également dans une logique d'interpréter des textes, je vais vous montrer clairement que tout ministre qui est accusé d'enrichissement illicite ne peut être jugé que par la CREI. La CREI, c'est quoi? Il est dit dans la loi de 81, article 262, 263 bis, que la CREI juge ces derniers, un agent public ou quelqu'un qui a un mandat électif ou une fonction gouvernementale. La fonction gouvernementale par excellence, c'est le ministre. L'article 80 de la Constitution dit aussi que les ministres ayant commis des crimes et des délits sont justiciables de la Cour de justice. Donc il y a deux juges qui peuvent juger à la fois le ministre en cas de délit et de crime. L'enrichissement illicite est considéré comme un délit. La CREI va juger, et pourquoi pas la haute cour. Je vais vous dire pourquoi. Le vol est une soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Article 320 du Code pénal. Ce que les gens oublient, c'est que l'enrichissement illicite n'est pas un fait de droit, mais c'est une situation de droit. Le fait de prendre ce verre, de l'usurper, alors que c'est mon patrimoine, vous avez commis un fait réprimé par le droit, c'est le vol. Alors que la situation de droit, c'est quoi? C'est l'article alinéa 2 qui définit ça, l'article 263, qui dit que l'enrichissement illicite, c'est le fait d'être dans une situation dans laquelle votre patrimoine et votre train de vie, vous ne pouvez pas justifier ces derniers en rapport avec les revenus que vous gagnez légalement. Vous aussi, tout le monde sait qu'Abdou Diouf avait créé cette cour pour fermer un peu la bouche des barons de socialistes qui ne voulaient pas reconnaître sa légitimité. Les motivations sont une chose. Moi, je vous parle de l'environnement juridique. Mais qu'est-ce que la CREI peut faire que les autres cours de justice ne peuvent pas faire? Parce que les autres cours de justice n'ont pas habilité, ne sont pas habilités, n'ont pas habilitation à juger de l'enrichissement illicite. Parce qu'il a été dit que si vous prenez des chaises, c'est Cheikh Diaby qui vous juge. Illégalement, des chaises, c'est Cheikh Diaby qui vous juge. Mais si vous prenez des chaises rouges, c'est Mounir aussi qui vous juge. Autrement dit, le délit de détournement, parce que les gens confondent le détournement de deniers publics
et l'enrichissement illicite. En matière de délit, tous les délits sont justiciables, commis par un ministre, sont justiciables devant la haute cour, sauf pour ce qui est de l'enrichissement illicite. Non, ce que je sache également, la justice est là pour tout le monde. Hein. Oui, mais il y a des juridictions. Cheikh Diaby, quand vous commettez un crime, vous n'êtes pas devant le tribunal correctionnel, vous êtes à la cour d'assises. C'est l'infraction qui détermine la compétence de la juridiction. Je suis d'accord. Ainsi, lorsqu'un ministre commet un délit autre que l'enrichissement illicite, le droit sénégalais dit qu'il est redevable, il est justiciable devant la haute cour de justice. Sauf quand il commet, ou bien s'il commet un délit appelé enrichissement illicite. Pour ce cas-là, l'enrichissement illicite ne peut être jugé que par la CREI. Raison pour laquelle, l'idée selon laquelle les ministres ne peuvent être jugés en matière d'enrichissement illicite que par la haute cour de justice est d'une idée fallacieuse qui ne repose sur rien. En tout cas, ces personnes que vous avez citées un peu plus haut également disent que, bon, que cette CREI n'est là que pour un objectif bien déterminé, que c'est vraiment subjectif et que c'est le renversement de la preuve. Parce que toute personne également, ou bien tout prévenu, bénéficie de la présomption d'innocence. Vous êtes d'accord avec ça? Mais la présomption d'innocence repose aussi sur la présomption d'accusation. Je rentre dans une chambre, je vous trouve avec une personne qui est égorgée. Vous avez un couteau à la main. J'ai une présomption d'accusation qui contrebalance avec la présomption d'innocence. Raison pour laquelle on vous accuse devant le juge qui va confirmer l'accusation ou dire que non, vous êtes innocent. Même si la présomption, elle est là. Avant procès, avant verdict du procès, en bon droit, Karim Wade n'était pas du tout considéré comme un délinquant illicitement, qui s'est enrichi illicitement. Vous voulez dire vraiment qu'au Sénégal, les juristes sont beaucoup plus intelligents peut-être que les autres juristes du monde. Comment ça se fait que nous ayons vraiment cette juridiction spéciale et que les autres pays ne l'ont pas? Je vous demande une petite chose. C'est-à-dire c'est une question d'appellation, c'est une question de spécialisation. Mais en France, lorsque vous vous enrichissez de manière illicite, vous êtes écouté par la justice. Et que c'est à vous de prouver comment vous avez gagné ça. Je vous dis encore une fois, le renversement de la charge de la preuve, c'est la nature de l'enrichissement illicite qui l'incite. D'ailleurs, le procès, quand j'étais souvent au procès, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas épluché la disposition qui définit l'enrichissement illicite. Ils ne se sont focalisés que sur le patrimoine. C'est quoi cette disposition pour clore ce chapitre? L'enrichissement illicite, c'est être dans l'impossibilité de prouver son patrimoine et son train de vie. Mais le train de vie n'a jamais été évoqué. Or, la loi l'insère. Le train de vie, c'est l'habillement, c'est les restaurants, c'est les hôtels, c'est les voyages, c'est la manière de vivre. Est-ce que cette manière assez extravagante de vivre presque à pouvoir être justifiée par les ressources légalement perçues? Mais un homme d'État doit être pris en charge par l'État, quoi qu'on puisse dire. Je vous dis encore une fois, c'est à vous maintenant de prouver ça. Quand on vous dit à laisser un mois pour produire des documents prouvant le pourquoi de ce patrimoine et le pourquoi de ce train de vie. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vous dit que c'est illicite, c'est à vous de montrer que c'est licite. C'est ça le renversement de la charge de la preuve. Parce qu'on présume, c'est une évidence. Vous avez des maisons, vous avez un avion privé, vous avez. Comment vous avez fait pour avoir tout ça? En tout cas, les Sénégalais ont du mal à gober cela, parce qu'ils disent vraiment que c'est subjectif ce qui vient de se passer. Non, il y a une chose aussi que je voulais dire dans ce procès. Vous savez, l'environnement du procès et le fait. Moi, dans le procès, j'étais un peu choqué. Parce qu'il n'y avait pas de hauteur. Je me rappelle, j'ai essayé de faire une sorte de comparaison entre ce procès de Karim Wade et le procès de Mamadou Dia. Il y avait ce qu'on appelait, d'ailleurs Robert Badinter l'a dit, de la civilité. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un ministre de la République ayant servi, ne serait-ce un jour le Sénégal, puisse être réprimé, puisse être bousculé, puisse être roudoyé. Non. Vous êtes allusion à Maître Alioune Sall, actuellement en prison? À Maître Alioune Sall, à Karim Wade. Parce que tout simplement, c'était des institutions. On doit les respecter. Quand Mamadou Dia parlait pendant le procès, aucun procureur ne l'interrompait. Quand ils venaient, ils étaient escortés par la police qu'ils ont servi. N'oublions pas que Waljo Djedja était le ministre de l'Intérieur. Les policiers les escortaient, il n'y avait pas de bousculade, il n'y avait pas de tiraillement, il n'y avait rien. C'était très correct parce qu'ils étaient des institutions. Jusqu'au prononcé du verdict. Donc je trouve que ça aussi, ça a desservi l'État sénégalais, ça a desservi la justice sénégalaise, ça a desservi le barreau.
Parce qu'à un moment donné, c'était plus des problèmes d'injures personnelles. On insultait le père de Yuri Diab, on insultait le père de Karim Wade. C'était très bas. Or, on a des avocats de qualité qui étaient d'abord, d'ailleurs, dans le procès, tant dans l'accusation que dans la défense. Ça, on peut le déplorer. Il y a pas mal de ratés dans le procès, il faut l'accepter. Mais le principe de suivre ceux qui s'enrichissent illégalement, illicitement, d'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'il faut arrêter ce cri parce que ce n'est pas dans nos traditions. Et c'est par là que je veux finir. Je ne suis pas d'accord. On a vous et moi et les Sénégalais qui nous regardent. Un grand ancêtre, en 1771, avait écrit une résolution dans laquelle il y avait 7 articles. Et le premier article, c'était quoi? Ne confiez pas le pouvoir à un non-savant. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas ne doit pas être journaliste s'il ne connaît rien du journalisme. Il ne doit pas être professeur de droit s'il ne connaît rien de droit. Il ne doit pas être l'imam. Deuxième chose, contrôler son patrimoine à son accès et à sa sortie. S'il s'est enrichi, entre-temps, destituez-le. S'il insiste, tuez-le. Évitez que le pouvoir soit héréditaire et qu'il se transmette de père en fils et de mère en fille. Il l'avait dit en 1771. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui est notre grand-père nous tous, a dit que 3 choses ont pour nom bas. La femme d'autrui, balasant. La peau de l'autre, deru jambour, balasant. Alalu jambour, balasant. Seydi Hadji Malick Sy a dit on se lave pour rendre propre notre chair. Et si l'habit qui vient couvrir la chair a été acquis de manière malhonnête, tu es en train de salir ta chair. Et par l'habit, c'est la maison, la voiture, tout ce que tu as. Donc c'est dans notre tradition. Mounir Sy, enseignant-chercheur, constitutionnaliste, pour aller rapidement, parce qu'on est vraiment plus par le temps, il ne reste plus que quelques minutes à passer ensemble, il faut rapidement qu'on puisse parler donc de l'avenir de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec donc la sortie de Mbaye Ndiaye, il n'y a pas eu longtemps, et aussi parler du BSDA, c'est important. Mais d'abord, de la politique aussi, pour terminer avec l'affaire de, on va dire, la tournée économique du président. Mais d'abord, l'avenir de Benno Bokk Yakaar. Son avenir est incertain. À mon humble avis, j'ai été rassuré aujourd'hui par le président de la République qui considère qu'il n'y a rien, jusqu'au moment où il parlait, il n'y a que des beaux jours devant lui. Il est dans l'univers des dieux, moi je ne suis pas dedans. S'il le dit, c'est parce qu'il a des éléments que je n'ai pas. Et il y a des leaders qui refusent toujours de donner une position claire, comme le Parti socialiste. C'est ce que je voulais, parce que nous aussi, en tant que constitutionnalistes, nous avons essayé de théoriser ce qu'on appelle le gouvernement de coalition, qui repose sur 3 principes. Le principe de la solidarité. D'ailleurs le slogan c'est quoi? Se battre ensemble, gagner ensemble, gérer ensemble. Donc solidarité. Deuxième chose, la fidélité. Chacun d'entre nous doit être fidèle vis-à-vis de l'autre. Troisièmement, et c'est l'élément le plus fondamental, le renoncement. Si celui qui a été porté à la tête de rempiler tous les autres individuellement, comme parti politique, doit renoncer à être candidat. Mais les leaders de Benno Bokk Yakaar disent que cela n'est pas inclus également dans le compagnonnage. Il était juste question que vous, comme vous l'avez dit également, que vous soyez ensemble, que vous gagnez ensemble et peut-être que vous gouverniez ensemble. Je peux vous poser une simple question. Laquelle, allez-y? Là, c'est vous qui me posez des questions. C'est par rapport à ceux qui répondent ça. D'accord, allez-y. C'est une question interprétative oui. qui permet de répondre à la question. C'est une question-réponse en fait. Quand vous êtes avec moi, on gouverne, vous êtes avec moi, on vous appelle allié. À la fin, vous êtes en face de moi, on vous appelle adversaire. Toute personne qui est dans la coalition, qui sortirait, étant candidat face à Macky Sall, c'est son adversaire. Comment peut-il critiquer un mandat, un bilan dans lequel il a été lui-même acteur? C'est la raison pour laquelle le droit constitutionnel, qui n'a rien de moral, parce que le droit n'est pas à la morale, mais n'est pas loin de la morale, exige à ce qu'il y ait renoncement. La logique voudrait, l'honneur voudrait, la morale voudrait que tout parti politique, toute personne ayant été dans la coalition au sens large, accompagnant Macky jusqu'en 2017, ne soit pas candidat en face de lui. Sinon, il devient adversaire politique. C'est ça le jargon en sciences politiques. Le Parti socialiste toujours tarde à donner une position très claire.
c'est de bonne guerre. Mais le jour où le Parti socialiste aura un candidat en face de Macky Sall, ils ont violé le pacte de solidarité. Ils ont violé le pacte du renoncement qui gouverne encore une fois un gouvernement de coalition. Ce sont des principes immuables qui ne peuvent pas être touchés, violés ni heurtés. Pensez-vous que le Parti socialiste ira avec vous jusqu'en 2017? Moi, je pense qu'il aurait gagné en honneur de dire qu'on ne peut pas être allié à Macky Sall aujourd'hui et demain être son adversaire. Ça serait compris et accepté par toute personne morale. Ils soutiennent la thèse selon laquelle, depuis l'indépendance, le Parti socialiste n'est jamais parti à une élection sans présenter de candidat. Ce n'est pas une raison. Ils savaient pertinemment, en accompagnant Macky Sall en 2012, que ça pourrait être le cas. Parfois, tu es dans la logique de la chose, tu y vas jusqu'au bout. C'est dommage. La réflexion devait être antérieure. Maintenant, comme on dit, le bouchon est tiré. Il faut boire la bouteille jusqu'à la lie. C'était un choix. Il faut qu'ils assument. Mais tout parti également a des ambitions, peut-être a comme ambition d'accéder ou de conquérir le pouvoir, comme vous l'avez dit. Le parti aussi également veut revenir au pouvoir. Non, cela ne veut pas dire qu'en 2022, ils n'auront pas conquérir le pouvoir. D'autant plus qu'il y aura les législatives après, il y aura les locales après. Le pouvoir présidentiel n'est pas le pouvoir de l'État. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir financier. Mais tout le monde sait que le pouvoir présidentiel est très fort. Hein. Nous sommes dans un régime présidentiel. Donc, je vous dis encore une fois, le fait de ne pas de ne pas être candidat en 2017 ne veut pas dire que le PS ne sera pas candidat en 2022. Mais la logique politique, la logique constitutionnelle, la logique d'accompagnement exige à ce que tous les partis politiques, toutes les individualités qui ont eu à exercer des postes de responsabilité sous l'empire de Macky Sall, nommés par Macky Sall par voie décrétale, ne puissent être candidats, sinon ils vont violer et le principe de renoncement qui gouverne le gouvernement de coalition, mais aussi et surtout, ils vont être, je dirais, déshonorables parce que tout simplement ça heurte la moralité. Pensez-vous que le Parti socialiste connaîtra le même sort que l'AFP concernant l'explosion, on va dire, Gakou et les autres qui sont partis? Je ne sais pas parce que je n'ai pas une analyse très approfondie de la logique du PS, mais après les locales, il y a des choses qui se dessinent. Et pour ça, il faut d'abord savoir qui va être le patron du PS. Beaucoup pensent que ce sera Khalifa Sall. Si c'est Khalifa Sall, on va voir la suite. Parce que tout dépendra de celui qui aura les rênes. Mais voyant l'atmosphère actuelle, Tanor est un inconditionnel de Macky Sall. Et c'est lui qui est le patron du parti. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voulais vraiment terminer avec le Bérédien parce que ce serait une faute très grave de ne pas aborder avec vous cette question. Mais juste une petite question, la transhumance. Je vous inspire quel commentaire? Moi, je suis contre. Le président l'a dit, à quoi ça dérangerait quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui, ayant perdu le pouvoir de venir dans un autre parti ou dans une autre coalition, selon les bouts du moment. Par exemple, il a pris son exemple à lui. Genre, j'ai été au PDS, je suis sorti, est-ce qu'on m'a traité de transhumant? Pourquoi, lorsque vous quittez le pouvoir pour aller ailleurs, on ne vous traite pas de transhumant? Et quand vous quittez l'opposition pour entrer dans le pouvoir, on vous qualifie de transhumant, qui est un concept galvaudé d'ailleurs. Il l'a dit, nous pensons que le mot transhumance n'est pas appliqué aux hommes. C'est aux animaux, avec les animaux qu'on parle de transhumance. Dans des pays beaucoup plus verts et beaucoup plus florissantes. Néanmoins, moi, du point de vue de l'éthique, du point de vue du droit, je me dis que un gouvernement ayant gagné, un parti politique ayant gagné les élections avec ses alliés, face à des adversaires qui les ont critiqués, qui les ont vomis, qui les ont hués, qui ont dit que votre programme n'est pas bon. Le programme de Yonou Yokoute d'Oudem, ils l'ont dit, ils l'ont combattu pendant la campagne. Après, ces derniers-là, s'ils veulent revenir pour cautionner le Yonou Yokoute, je dirais non du point de vue de l'éthique. Maintenant, il y a des calculs politiciens. Peut-être qu'à un moment donné, seuls les imbéciles ne changent pas. Ils ont compris qu'ils avaient tort. Ils viennent donc pour accompagner le président à l'issue de cette reconnaissance d'avoir tort, qu'ils n'avaient pas compris, ainsi de suite. Maintenant, c'est politicien. Mais moi, je vous parle de l'éthique. Moi, il est normal dans un État que l'opposition ayant perdu les élections, soit dans l'opposition, travaille pour les conditions de revenir au pouvoir et que l'équipe qui a gagné avec ses alliés gouverne
jusqu'à la fin de son mandat. Alors, c'est parce que nous arrivons presque au terme de cette émission. Je l'ai dit en introduction, vous êtes le directeur général du BSDA. Comment se porte un peu le BSDA? Il se porte très bien. Il y a juste une évolution très importante qui va se passer. Parce que depuis 2008, une loi a été votée pour la mise en place de la nouvelle société de gestion collective devant remplacer le BSDA. Donc on attendait la prise des actes d'application, à savoir le décret qui a été voté il y a 2 semaines. Donc sous peu, il y aura un agrément donnant naissance à cette société de gestion collective et consacrant ainsi la fin du BSDA après 40 ans d'existence. Et c'est-à-dire que le BSDA a échoué? Non, du tout. C'est-à-dire... Pourquoi ce changement alors, puisque le BSDA n'a pas échoué? Non, on ne peut pas parler d'échec parce que tout simplement, le BSDA a été une des sociétés mères dans cette Afrique occidentale. Actuellement, on se réfère au BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, comme étant la structure lumière de cette zone africaine, alors que tout a été plus ou moins initié ici. Maintenant, cette nouvelle société, c'est une volonté d'une communauté artistique et littéraire qui a voulu s'autogérer, c'est l'expression qui est utilisée, même si dans les faits ce n'est pas le cas. Deuxième chose, la loi telle qu'érigée a été, dans mon avis, assez précipitée dans la rédaction. Maintenant, le processus était enclenché. Il va falloir maintenant essayer. La seule alerte que j'ai, c'est 3 choses au niveau de ma compréhension de cette loi. Les tenants de cette loi, les tenants de la société, se focalisent sur la notion de copie privée, consistant à soutirer sur les appareils de stockage, téléphone, clé USB, carte mémoire, ainsi de suite, un montant pour les droits voisins et les droits d'auteur. Mais dans la loi, il n'est pas prévu la clé de répartition. C'est-à-dire, sur ces 1000 francs sur un téléphone, la musique aura combien? Le cinéma aura combien? Ainsi de suite. Ça, c'est un. Deuxièmement, qui va prélever ça? Si c'est la douane est assujettie au principe de la trésorerie publique. La douane qui reçoit de l'argent verse tout l'argent à la trésorerie publique, au trésor public. Le trésor public est régi par le principe de l'unicité de caisse. Or, le droit d'auteur est un droit affecté. Quand vous soutirez des droits, c'est pour les auteurs. Le trésor public, quand il reçoit de l'argent, c'est pour payer les salaires, c'est pour payer, pour construire des routes, c'est pour tout. Toute recette, pour toute dépense, parce qu'il n'y a pas d'affectation. Deuxième chose, est-ce que la douane sera payée? Est-ce que c'est dit? Troisièmement, il est dit dans la loi que le patrimoine du BSDA sera versé à la nouvelle société. Or, le patrimoine du BSDA appartient aux auteurs. Avec la nouvelle société, on n'a pas que les auteurs. Il y a les interprètes, les producteurs, les radiodiffuseurs. Est-ce qu'un producteur qui a cotisé au BSDA accepterait que son patrimoine soit partagé sans son aval? Est-ce que dans cette nouvelle société, vous avez également pris en compte la lutte contre la piraterie? Parce que ça a beaucoup fatigué le BSDA. Il y a eu même une agence qui s'appelle la Brigade de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Donc là aussi, il y a un autre problème parce que la société est une société privée. Est-ce qu'une société privée peut collaborer avec une instance telle que la police nationale? Une société privée d'ailleurs qui sera gérée par qui? Mais par les privés, par le directeur général que désignera le nouveau conseil d'administration, mais qui n'est pas moi. Non, parce que lorsqu'il a été question de déposer les candidatures, je n'étais pas intéressé. La nouvelle société qui va venir aura d'ailleurs un autre directeur général qui a été nommé depuis quelques mois par le conseil d'administration d'une société qui n'existait pas encore et tout ça. Donc il y a beaucoup d'incongruités. On peut connaître son nom? Non, je ne le connais pas. Ah, vous ne connaissez pas? Il s'appelle Fall. Je pense, vous ne Fall, je n'ai pas fait attention à son nom. Parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Donc je n'ai pas été impliqué dans le processus de cette mise en place de la nouvelle société. Moi, je m'occupais du BSDA en priant que la nouvelle société existe le plus tôt possible pour que je puisse explorer d'autres prairies sans pour autant faire de la transhumance. Oui, on est toujours avec Youssou parce qu'on accompagne le président Macky Sall pour sa réélection, même si bon, il y a une léthargie, bon, mais
on est toujours dans cette mouvance présidentielle pour accompagner le président en vue de sa réélection. Mounir Russi, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle juste aux téléspectateurs que Mounir Russi est un constitutionnaliste, il est aussi le directeur général du BSDA, enseignant-chercheur à l'université de Thiès. Il était question vraiment de parler de la réduction du mandat du chef de l'État, de parler aussi de l'existence de la CREI. Il était beaucoup question aussi dans cette émission de parler de l'avenir de la coalition Benno Bokk Yakaar et du BSDA qui va disparaître au profit donc d'une société qui devrait s'appeler tout simplement la société de gestion collective. Merci à vous les téléspectateurs de la télévision Africa 7. Le plaidoyer vous retrouve dans une semaine.